chers parents, queridos padres, me parece que hay más de 1.200 vacunas. Parce que cette campagne, la date n'a été déjà La meningitis es una de las 10 enfermedades más importantes del mundo, de las cuales más del 50% se producen aquí, en el continente africano, en el cinturón de África. La meningitis es un problema de salud público muy serio, especialmente en África, entre el Senegal y Etiopía. Esa zona que constituye más o menos 450 millones de personas. Es una zona que es afectada regularmente por epidemias de meningitis que no se ven en ninguna otra parte del mundo. Por eso es necesario tener un sistema de vigilancia de casos que sea suficientemente eficaz como para que detecte rápidamente los casos y que permita a las autoridades de intervenir lo más pronto posible con la vacuna y con el tratamiento que se ha preposicionado en la región. La meningitis es concretamente una inflamación de la leptomeninges. Es evidentemente una enfermedad gravísima, que aquí en el cinturón del continente africano ataca muy drásticamente, llegando a producir una elevada mortalidad que en algunos casos llega al 40%. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, se producen más de 500.000 casos al año en el mundo entero. De todos estos casos, tenemos que tener en cuenta que la prevalencia mayor está aquí, en el continente africano. Cada minuto, un niño o un adulto está siendo afectado, atacado por la meningitis. Una de cada 5 personas que llega a sobrevivir a esta enfermedad le pueden quedar secuelas permanentes, como pueden ser ceguera, sordera, incluso amputaciones de miembros, todas bastante incompatibles con el desarrollo de una población sana en estos lugares. Tenemos dos tipos de meningitis fundamentalmente, la vírica y la bacteriana, descartando la tuberculosa como una entidad especial. La meningitis bacteriana y más concretamente la meningocócica, que es la que ataca este continente, produce todo este tipo de sintomatología que, como hemos dicho, puede llevar a la muerte. La meningitis meningocócica está producida por el meningococo, de los cuales existen fundamentalmente 12, y de ellos los que prevalecen y atacan al hombre son 5. Estos son el meningococo A, el B, el C, el Y y el W siendo 35. De todos ellos, el que prevalece en África es el meningococo A. Tenemos que tener en cuenta que el contagio se va a producir de persona a persona y además se puede producir durante el periodo de incubación y durante los primeros días de tratamiento, hasta que el antibiótico ha podido luchar contra el mismo. El contagio de la meningitis es un contacto directo a través de las vías respiratorias. Emitimos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, emitimos unas pequeñas gotitas microscópicas que fluyen a través del aire con facilidad de una persona a otra. Tenemos que tener en cuenta
que el sistema inmunológico de la infancia, en su desarrollo, tiene mucho menos defensas, hasta más o menos los 6 años, tienen menos defensas que el adulto, con lo cual es muchísimo más susceptible de ser contagiado por un meningococo. Dentro de las clases, jugando, se acercan, se cambian incluso los chupetes cuando son más pequeños, se tose uno encima de otro y realmente de ahí parten la mayoría de los brotes epidémicos del jardín de la infancia y de las escuelas. La meningitis se caracteriza por ser una enfermedad grave y tiene 2 premisas fundamentales: llegar a un diagnóstico rápido y a un tratamiento más rápido si se puede. Aquí los síntomas hay que conocerlos de forma clara y concreta. Tenemos que tener en cuenta que la persona llega normalmente con fiebre, con dolor de cabeza que a veces es intenso, produce náuseas y en muchas ocasiones vómitos, malestar general, un dermografismo positivo que se manifiesta en los niños y sobre todo en los adolescentes, y una persona que tú ves que está afectada por una enfermedad grave. Toda esta sintomatología puede ser mucho más difusa y menos llamativa en un principio en los niños. En los niños menores de 3 meses normalmente es un llanto fuerte y agudo. El niño presenta un color sucio, se encuentra verdaderamente mal, tiene pérdida de apetito, la fontanela puede estar elevada y tú percibes perfectamente que estás ante una afectación grave de un niño. C'est un patient de 14 ans qu'on a reçu ce matin pour fièvre, vomissement, raideur de la nuque. Donc chez lui, par exemple, on soupçonne une méningite parce que, comme antécédent, il a eu une angine il y a environ 10 jours. Il a une angine il y a 10 jours. Ok. Comme antécédent, il y a quelques jours, il y a environ une dizaine de jours, une semaine, il a eu mal à la gorge. Ok. Donc, on va mettre d'abord son thermomètre pour voir sa température. Donc, chez lui, on soupçonne une méningite aiguë. Ok. Mettez le bras dessus. Ok. En attendant, je vais voir dans sa gorge pour apprécier les amygdales. Ok. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Ok. Apparemment, il a une gorge inflammatoire. C'est probablement la porte d'entrée. Ok, ça va. Ok, je vais profiter pour prendre son pouls. Ok. Il a un pouls de 100 battements par minute. Ok. Il a un faciès infectieux. Les conjonctives sont colorées. Ok. Ok. Il a une température à 39. Ok. Donc, je vais passer à l'examen clinique. Ok. Ok. On va rechercher chez lui le signe de Brudzinski. Le signe de Brudzinski se recherche à la flexion du cou. À la flexion du cou. La flexion du cou montre une flexion des membres inférieurs, des 2 membres inférieurs. On va l'apprécier. Voilà. Le signe est bien positif chez lui. Donc, chez lui, on soupçonne, chez lui, c'est pratiquement une méningite. Ok. 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 Voilà. Plie encore. Et puis tu laisses ça comme ça. Laisse ça comme ça. Ok. Bon, chez lui, comme il est couché, il ne peut pas s'asseoir. On va rechercher le signe de Kerning. On va essayer d'étendre la jambe sur la cuisse. On va voir que ce n'est pas possible chez lui. Ok. Apparemment, le signe de Kerning est positif. Ok. Il faut déplier, déplier. Il a mal, il a mal. Ok. Ça va. Donc, chez lui, pratiquement, on soupçonne une méningite. Donc, on va, avant de mettre le traitement en marche, on va faire une ponction lombaire.
Après la ponction lombaire, après l'examen de la ponction lombaire, en cas de ponction lombaire, on va apprécier la cytologie, la bactério et puis la biochimie. Au vu de cela, après la ponction lombaire, on va mettre en place un traitement antibiotique probabiliste en attendant les résultats. Alors, nous avons reçu une patiente de 20 ans qui présente un syndrome méningé fort, c'est-à-dire qu'avec comme signe fonctionnel des céphalées très intenses, vomissements, une constipation. À l'examen physique, nous avons retrouvé une raideur franche de la nuque avec un signe de kerning présent et aussi un signe de bruit d'inscrit. Donc ce matin, nous décidons d'une ponction lombaire afin d'analyser le liquide céphalo-rachidien. D'abord, comme matériel, nous avons besoin pour la ponction d'une aiguille APL, d'accord, numéro 16 ou numéro 18. Nous avons besoin de la bétadine rouge qui n'est pas disponible pour le moment. Nous avons besoin de gants propres et puis de gants stériles. D'accord. Nous avons aussi besoin de compresses stériles. Et puis de deux tubes rouges. Nous avons besoin comme matériel de 6 tubes. 3 tubes pour l'examen à l'hôpital, les 3 tubes, l'un pour la cytologie, l'autre pour la bactériologie et le troisième pour la chimie. Ça, c'est pour l'examen à l'hôpital ici. Et nous avons 3 tubes que nous allons emmener au district sanitaire pour contrôle. Alors, pour faire la PL, il s'agit de mettre la patiente soit en position assise ou en position couchée en décubitus latéral. En position assise, nous allons mettre le torse en avant de sorte à entraîner une courbure au niveau de la région lombaire. Et le dos, la patiente en position assise, le dos arrondi. Nous allons donc commencer l'asepsie de la zone. Alors pour l'asepsie de la zone, nous allons débuter avec un lavage à la bétadine rouge. Lavage à la bétadine rouge suivi d'un nettoyage à l'éther. Nous avons la ponction lombaire se réalise sur la ligne du rachis. La ligne du rachis qui croise la ligne joignant les deux épines iliaques postéro-supérieures. Les deux épines iliaques postéro-supérieures et la ligne du rachis. Après avoir repéré un espace interépineux. Nous allons introduire un trocar, une aiguille APL, dans la zone entre deux épines, deux apophyses épineuses des vertèbres, généralement entre L4 et L5. Nous allons pousser jusqu'à ce qu'il y ait une baisse de la résistance. Alors nous avons atteint le canal rachidien. Nous retirons le mandrin et on laisse le liquide se couler, 5 à 10 cc de liquide dans les deux tubes, à 5 cc para el estudio del prelevamiento. Una vez que tenemos las muestras en la mano, ya podemos ver en la mayoría de los casos si estamos ante una meningitis bacteriana o no. El líquido de las meningitis bacterianas suele ser turbio. Dependiendo de la evolución de la enfermedad, puede ser incluso de poco turbio a muy turbio. Una vez que los frascos llegan al laboratorio, allí se hacen 4 determinaciones fundamentales. Ok, là nous venons de recevoir un prélèvement de LCL liquide céphalo-rachidien qui nous est parvenu des urgences médicales. Pour le traiter, la première étape, nous allons procéder à une centrifugation pour travailler sur le culot de centrifugation. Et donc nous allons centrifuger. Bon, donc nous centrifugeons, nous allons attendre 3 minutes. La centrifugeuse va tourner à 3000 tours secondes. Notre centrifugation est terminée. Et là, donc, nous avons nos culots de centrifugation. Et nous allons donc travailler sur le culot de centrifugation. Nous allons faire un étalement, une lame pour faire une coloration de grammes.
Et nous allons faire aussi une lecture entre lame et lamelle pour identifier éventuellement des cellules. Et nous allons au besoin faire aussi un étalement pour une lecture, pour une recherche de cryptocoques, une lecture à l'encre de Chine. Voilà. Donc cette lame va être mise à sécher et sur elle nous allons réaliser une coloration de grammes. Et sur celle-là, nous allons faire une lecture pour apprécier les éléments qui s'y trouvent. Et bien là, nous apprécions s'il y a des globules blancs et s'il y a d'autres éléments pathologiques. Et en même temps, nous pouvons y ajouter aussi une goutte d'encre de Chine. Une goutte d'encre de Chine pour, au besoin, apprécier s'il y a des cryptocoques. Donc nous allons passer à la coloration. Bon, donc notre lame est sec et nous l'avons fixée en la flambant. Maintenant, nous allons passer donc à la coloration de grammes. En y ajoutant du violet de gentiane, nous chronométrons 1 minute. Nous rinçons notre lame et nous allons donc fixer par le Lugol. Et nous allons décolorer avec de l'alcool. Après la décoloration, ce sera la dernière étape. L'étape du safranine ou de la fuchsine. Et notre lame sera mise à sécher pour la lecture, pour apprécier éventuellement si nous avons des bactéries, des grammes plus ou bien des méningocoques. Et en fonction des germes que nous aurons identifiés, il faudra par la suite faire une culture. Una vez que todo esto se ha terminado y ya estamos empezando el tratamiento de forma empírica, sabiendo que es una meningitis meningocócica, por ejemplo, una meningitis bacteriana, se hace una siembra de dicho líquido en las placas de Petri. Se mete en las estufas y allí se va a esperar a que la siembra crezca. Una vez que crezca, sabremos el tipo de bacteria que está produciendo esta meningitis. En África, en muchas ocasiones no hay medios ni para hacer una punción lumbar. En estos casos, el tratamiento tiene que ser a base del diagnóstico exploratorio. Una vez que tengamos una persona con un signo positivo, hay que comenzar un tratamiento lo antes posible. Muchas veces se puede salvar una vida con una dosis de ceftriaxona intramuscular. El tratamiento de la meningitis puede ser empírico, una vez que tengamos el diagnóstico o tenemos al menos el de presunción si estamos en el medio rural, y si estamos en un hospital, entonces tendremos un tratamiento específico a la bacteria que lo esté produciendo. Madame Yoboué, ce matin vous êtes venue avec votre enfant qui faisait la fièvre, qui vomissait, qui n'arrivait pas à dormir, qui avait eu mal à la gorge il y a environ 10 jours, vous m'aviez dit, qui ne pouvait pas bien marcher, qui avait la tête toute droite, la nuque raide, qui ne pouvait pas tourner le cou. Donc chez lui, je l'ai vu ce matin. Après l'examen clinique, je pensais à une méningite. La méningite, ça se soigne, mais ça demande une hospitalisation d'une dizaine de jours. Donc on va vous prescrire des médicaments. Donc faites l'effort d'avoir ces médicaments-là, parce que ce sont des antibiotiques, certes c'est cher, mais c'est pour son bien-être. C'est pour son bien-être. Parce que si on ne le soigne pas, la méningite a des séquelles. Il peut être sourd. Vous voyez quelqu'un qui ne retient plus ses leçons, quand vous lui parlez, il fait autre chose. Ça peut être les complications de la méningite. Ça peut aller même jusqu'à la mort. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour qu'on puisse bien faire le traitement, qui est fait à base d'antibiotiques, notamment le ceftriaxone. Donc d'abord, on va mettre le ceftriaxone en raison de 1 gramme 2 fois. Et on va faire des traitements symptomatiques, par exemple le traitement de la fièvre, avec, si vous voulez, avec du perfagan, avec de l'aspégique injectable, si c'est possible, pour faire baisser sa fièvre. La prevención de la meningitis
puede hacerse de dos formas. Bien a través de la quimioprofilaxis, cuando se ha detectado un caso y hay que realizar a aquellas personas que están alrededor del caso Diana, se realiza mediante un antibiótico que es la rifampicina y tiene dos dosis, una para niños y otra para adultos. Para los niños de 10 miligramos por kilo de peso y día y para los adultos de 20 miligramos de peso y día. Ambas se repiten en 2 dosis durante 2 días y en ambas no debe de sobrepasar dicha dosis total de 600 miligramos por kilo de peso y día. ¿Y a quién debemos de darle esta profilaxis? Aquellas personas que han estado en contacto directo con el paciente. Los niños, que son los más susceptibles de la enfermedad, en colegio solo debe darse en aquellos pacientes que son de la misma clase. La mejor prevención es la vacuna. Aquí en África, donde eso se sabe perfectamente, lo digno de ver y lo digno de apreciar es ver cómo vienen masivamente en cuanto que hay alguien que está vacunando. Se les llama y vienen con sus cartillas, porque ellos saben que una vacuna es una vida. Es muy importante saber que aquí en África también existen hoy en día vacunas eficaces. Hay la última vacuna que se ha sacado para este continente para intentar erradicar al menos la meningitis A, es la vacuna Men África, que es eficaz, es barata y se puede poner en grandes núcleos poblacionales. De todas formas, no debemos nunca olvidar que hoy en día, de las 5 meningitis que inciden más en el ser humano, 4 están con vacunas perfectamente diseñadas y perfectamente eficaces. Si en algún momento somos capaces de hacer coincidir en una vacuna múltiple pentavalente, podremos erradicar de la faz de la Tierra una de las enfermedades más importantes que dañan y matan al ser humano en todo el mundo. Esperamos que esa vacuna esté disponible en el año 2015, 2016, de aquí a más o menos a 5 años. Estamos trabajando duro para eso, pero hasta tanto no tengamos esa vacuna y hasta tanto no podamos cubrir todas las cepas, no vamos a poder dormir tranquilos. Vacuna, y es la forma de poder salvar esa vida de ese niño que será el que lleve al país hacia adelante con su trabajo, su producción y su saber hacer.